Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous, je suis Dr Sabah Gamouri, enseignante à l'université de Skikda. Dans la dernière vidéo, on a fait une présentation générale sur le cours Travaux à vos projets. Dans cette vidéo, on va détailler le quatrième chapitre. Pour cela, le plan de cours est comme suite. On commencera tout d'abord par une définition générale des différences des composants électroniques. On passera ensuite à la cause des différences des composants. Ensuite, on va définir les méthodes de recherche de panne. Ensuite, on va voir méthode de recherche de panne au niveau de bloc. On terminera notre vidéo par les instruments et méthodes de test de quelques composants usuels. Voici quelques objectifs visés pour cette vidéo. Premièrement, déterminer les erreurs courantes à éviter lors d'un diagnostic. Deuxièmement, maîtriser les instruments de mesure des composants électroniques. Troisièmement, savoir et connaître les méthodes de test de panne. Et finalement, identifier un composant électronique effectueux. Comment savoir la différence des composants? On peut dire qu'un composant est défectueux lorsque l'une de ses caractéristiques sort de ses tolérances spécifiques. Ce tableau vous présente quelques pannes courantes dans les composants électroniques usuels. On peut citer quelques facteurs de défiance. 1. La haute température au niveau des cartes électroniques. 2. Surminage et surintensité. 3. Composants sensibles à l'humidité. Et 3. Composants sensibles à la pression. La recherche d'un panne dans un circuit électronique nécessite une connaissance de son fonctionnement. Nous devons observer une méthode de recherche de panne qui doit se faire en deux temps. Premièrement, l'examen visuel et deuxièmement, l'examen approfondi. Lorsqu'on parle à l'examen visuel, avant de voir un appareil ou de procéder au relevé de mesures, nous sommes tenus d'examiner visuellement les différentes parties de l'appareil en panne. Cet examen nous permet de détecter éventuellement des pistes de circuits imprimés coupés, des fils dissoudés, des composants grillés, etc. Lorsqu'on parle à l'examen approfondi, ce deuxième examen nécessite une intervention sur les circuits même de l'appareil en panne. Dans un appareil en panne, il existe plusieurs circuits. Chaque sous-ensemble de circuits remplit une fonction électronique bien déterminée. Par conséquent, notre intervention est divisée en deux parties. Une première intervention pour localiser le bloc mis en cause et une deuxième intervention pour localiser les composants affectueux. Donc, dans la recherche de panne au niveau de bloc, nous distinguons premièrement l'approche systématique. Cette dernière, elle consiste à aborder l'appareil d'une manière méthodique. Nous avons expérimenté trois méthodes. Méthode sortie à entrée, méthode d'entrée à sortie et méthode de fractionnement. Deuxièmement, l'approche aléatoire, elle est unique. La méthode aléatoire ou statistique, elle n'est pas utilisée que si l'on possède une certaine connaissance statique de l'appareil en dépannage. La méthode d'entrée à sortie, soit le bloc diagramme suivant, figure 1, on suppose que la panne se situe au niveau du bloc 3. La séquence de cette méthode est la suivante. On applique un signal convenable au point E, c'est-à-dire à l'entrée. On relève les signaux au point A, B et C. On constate que les signaux au point A et B sont corrects, mais C est incorrect. Par conséquent, le bloc 3 est incriminé. La méthode de sortie à entrée. Supposons toujours le schéma bloc de la figure 2. La séquence de test change et devient. On applique un signal au point C. On relève le signal à la sortie du bloc 4. Il est correct. On applique maintenant le signal au point B. On relève le signal à la sortie au bloc 3, c'est-à-dire le point C. Il est incorrect. Donc on peut déduire que le bloc 3
est en panne. Lorsque le nombre de blocs devient très important, nous connaissons la méthode dite de fractionnement. Elle consiste à diviser l'ensemble des blocs en deux sous-ensembles. Puis, tester un seul sous-ensemble. Si celui est bon, on divise alors l'autre sous-ensemble en deux autres. On teste un seul et ainsi de suite. Pour bien comprendre cette méthode, illustre-la par un exemple de la figure 2. Remarque, le nombre de tests est moindre que celui des méthodes d'entrée à sortie ou de sortie à entrée. Pour localiser le bloc, il nous a fait 3 tests, c'est-à-dire t égale à log b sur log 2, où t représente le nombre de tests et b est le nombre de blocs. Pour notre exemple, b égale à 8 et t égale à 3. Après localiser l'ensemble des circuits présentant une sortie incorrecte, il nous faut maintenant chercher le composant défectueux de le bloc. Par exemple, pour tester une résistance, il existe deux façons, soit un test sous tension ou un test hors tension. La deuxième méthode est l'appelée recommandée. Lorsque le circuit est sous tension, on mesure la tension aux bornes de cette résistance avec un voltmètre. Ensuite, on prélève le courant qui la traverse avec un ampèremètre. La loi d'Ohm nous permet d'écrire R égale à V sur E. Par la suite, on compare cette valeur avec celle déduite par la lecture du code colère. Lorsque le circuit est hors tension, placez les coordonnées dans les bornes comme et ohm du multimètre. On obtient notre lecture sans toucher l'une des pattes de la résistance avec la main. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.